Bon, j'aimerais déjà m'excuser parce que tout le long de la vidéo, je vais appeler les entités des lifestyles, alors qu'en fait, c'est des still life. Et je sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai enregistré, je devais être tellement dans mon truc que j'ai pas réalisé. Et tout le long, en fait, je les appelle comme ça. Alors que je suis consciente que ce n'est pas le nom exact. Mais plutôt que de tout refaire, je préfère vous faire un disclaimer ici. Et je vous précise également que cette vidéo contient du spoil. Je m'excuse encore et bon visionnage. Avec tout ce que j'ai pu voir autour du sujet de ce film, je trouve qu'une partie du public a regardé Backroom avec les attentes d'un film d'horreur classique. Et pourtant, plus je regarde le film, plus j'ai l'impression qu'on passe à côté de son véritable intérêt si on attend simplement de lui des monstres, des jumpscares et des personnages qui hurlent pendant genre 1h30. Parce que les Backrooms ne cherchent pas forcément à fonctionner comme un film d'horreur classique. Et Kane Person a lui-même expliqué qu'il ne voulait pas simplement transformer les Backrooms en un film d'horreur conventionnel. Et je pense qu'il a plutôt bien réussi son coup. Parce que ce qui fait fonctionner le film, à mes yeux, ce n'est pas uniquement la peur. Le film nous montre même plusieurs fois des choses qui semblent cassées, impossibles ou incohérentes, et je pense que ces éléments ne sont pas nécessairement des erreurs. Ils font partie de ce que le film cherche à nous faire ressentir. C'est aussi pour ça que je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas aimer le film Backrooms. Mais quand j'entends que le jeu d'acteur est mauvais parce que Marie ne hurle pas devant chaque chose étrange, ou que le film n'est pas effrayant parce qu'il n'enchaîne pas les jumpscares, j'ai l'impression qu'on lui demande simplement d'être un film différent de ce qu'il essaye d'être. Pour Marie, elle est thérapeute. Son rôle est justement d'observer, d'écouter et de chercher à comprendre. Elle n'est donc pas censée paniquer à chaque fois qu'elle voit quelque chose d'étrange. Et surtout, elle possède déjà un rapport avec les backrooms. Ses flashbacks, notamment ceux liés à sa mère, nous montrent qu'elle semble avoir connu quelque chose de cet endroit avant même les événements principaux du film. Donc son comportement prend beaucoup plus de sens si on considère qu'elle essaye de comprendre quelque chose qui lui est peut-être vaguement familier. Elle observe, elle réfléchit, elle doute de ses propres souvenirs, elle se demande parfois si ce qu'elle voit lui rappelle réellement quelque chose ou si son cerveau essaye simplement de faire des connexions. Et à mes yeux, son visage exprime parfaitement cette incertitude. Elle ne joue pas quelqu'un qui n'en a rien à faire. Elle joue quelqu'un qui essaye de comprendre ce qu'elle est en train de regarder. Et c'est très différent. Mais surtout, ça nous donne déjà un premier indice extrêmement important. Clark n'est pas le seul personnage à avoir une relation avec les backrooms. Et c'est là qu'on peut commencer à s'attaquer à une des théories que j'ai le plus souvent vu revenir. Les backrooms sont-elles l'esprit de Clark ? Pour certains, tout ce que nous voyons dans les backrooms serait essentiellement une projection de l'esprit de Clark, son environnement, les personnages qu'il rencontre, les souvenirs qu'il aurait mélangés, même les monstres dont Clark parle à la fin, qui serait simplement une version monstrueuse de lui-même. Sauf que plus je regarde le film, et moins cette théorie me paraît tenir. Et surtout, le film lui-même semble nous donner plusieurs éléments pour la remettre en question. Déjà, Marie. Si les backrooms étaient simplement l'esprit de Clark, pourquoi Marie possède-t-elle aussi ses propres souvenirs liés à cet endroit ? Pourquoi sa mère apparaît-elle dans ses flashbacks ? Pourquoi certains lieux semblent lui être familiers indépendamment de Clark ? Elle n'arrive pas simplement dans l'esprit d'un homme qu'elle ne connaît presque pas. Elle semble avoir sa propre histoire avec cet univers. Et ça signifie déjà que les backrooms semblent exister indépendamment de Clark. Mais il y a encore plus intéressant. Les backrooms contiennent des choses que Clark lui-même ne semble pas contrôler. Il y a différents espaces, des portes, des endroits extérieurs, des personnages qu'il ne semble pas réellement reconnaître. Et surtout, si cela venait réellement de son esprit, ça serait assez étrange qu'il ne reconnaisse pas les personnes qu'il aurait lui-même imaginées ou rencontrées. Il pourrait y avoir le vendeur de sa boulangerie, un ancien collègue, un voisin, un membre de sa famille, mais non, il rencontre des gens qu'il ne semble pas forcément connaître. Et ça me donne l'impression que Clark se trompe lui-même dans la nature des backrooms. À un moment, il dit en substance que cet endroit est son esprit, aussi tordu et perdu soit-il. Et je pense justement que cette phrase nous en dit énormément sur Clark, parce que Clark est extrêmement centré sur lui-même. Au début du film déjà, lorsqu'il parle de sa vie, on retrouve constamment cette manière de tout rapporter à sa propre situation. C'est sa maison, c'est lui qui paye les factures, ce n'est pas sa faute, c'est son environnement qui l'a empêché de devenir architecte, c'est quelqu'un d'autre qui en est responsable. Il justifie constamment ses actions et semble avoir énormément de mal à reconnaître sa propre responsabilité. Donc lorsqu'il se retrouve confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas, il fait peut-être exactement la même chose, il le ramène à lui. Il se dit que les backrooms sont son esprit, mais ce n'est peut-être pas parce qu'il a raison, c'est peut-être simplement parce qu'il est incapable d'imaginer quelque chose qui ne tourne pas autour de lui. Et ça créerait cette espèce de contraste assez intéressant entre Marie et Clark. Marie cherche à comprendre un phénomène qui la dépasse, alors que Clark cherche à faire entrer ce phénomène dans sa propre explication. Et c'est peut-être pour ça que le film nous donne autant d'indices montrant que les backrooms existent indépendamment de lui. Ensuite vient la question, et si les backrooms reproduisaient leur environnement ? Parce qu'il y a une possibilité qui me paraît beaucoup plus intéressante, et là on arrive à quelque chose qui ressemble presque à un mécanisme de fonctionnement des backrooms
backrooms. Elle pourrait reproduire ou même scanner leur environnement. L'idée vient notamment d'un détail que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Pendant le tournage de la publicité, Bobby porte ce t-shirt. Et lorsqu'on retrouve les backrooms, ce même t-shirt apparaît posé au-dessus d'une pile de vêtements. Ce n'est pas simplement un vêtement générique, c'est un vêtement précis que nous venons de voir dans le monde réel. Il y a encore plus précis. Dans la salle du trône, on retrouve les chaussures des 2 personnages coincés dans le sol devant le trône. Et leur position rappelle directement celle qu'on voit pendant le tournage de la publicité. On retrouve donc dans les backrooms les éléments qui semblent avoir été présents dans leur environnement au moment où la publicité a été tournée. Et c'est là qu'une autre théorie devient particulièrement intéressante. Les néons pourraient être une sorte de mécanisme de scan, ou du moins le mécanisme qui nous fait comprendre que les backrooms peuvent scanner. Pendant la publicité, notamment, les néons commencent justement à clignoter progressivement et ce détail pourrait être beaucoup plus important qu'un simple problème électrique. Le magasin est pourtant déjà ouvert depuis un moment. L'employé de Clark précise même qu'il est déjà ouvert. Donc ce n'est pas simplement un magasin qui vient d'être allumé. Et en plus, Clark porte déjà son costume. Et ils sont en train de préparer la publicité, tout est en place. Si les néons étaient simplement en train d'être allumés parce que le magasin ouvrait, la scène aurait probablement été construite différemment. Mais le film insiste sur ce clignotement progressif. Et justement, après, on retrouve dans les backrooms des éléments précis de ce qui se trouvait dans cet environnement. Donc le t-shirt de Bobby, les chaussures, le trône. Alors peut-être que les backrooms sont en train de faire quelque chose qui ressemble à simplement un scan. Elles observent, elles récupèrent, elles reproduisent. Ce n'est pas confirmé noir sur blanc, mais contrairement à l'idée que tout est dans la tête de Clark, les backrooms ne copient jamais parfaitement. Et ça expliquerait aussi quelque chose qui revient constamment dans le film. Tout semble familier, mais rien ne semble parfaitement correct. Une pièce ressemble à une pièce, un vêtement est le même vêtement, une personne ressemble à une personne, un endroit ressemble à un autre endroit réel, mais quelque chose est toujours légèrement différent. Comme si les backrooms reproduisaient des choses sans jamais vraiment les comprendre. Et si elles faisaient la même chose avec les personnes, elles pourraient récupérer une apparence, un comportement, des souvenirs, des traits de personnalité, mais sans jamais produire exactement la même chose. Et c'est là que Capitaine Clark devient beaucoup plus intéressant. Mais avant d'en arriver là, il faut parler d'un autre problème, le temps. Le temps ne semble pas fonctionner normalement dans les backrooms. Au début du film, Capitaine Clark semble déjà exister, alors que chronologiquement, Clark ne devrait pas encore avoir vécu tous les événements qui pourraient permettre sa création. C'est notamment problématique avec la publicité et la mascotte. Si on raisonne avec une chronologie parfaitement linéaire, ça ne fonctionne pas. Mais le film nous a plus ou moins montré que le temps des backrooms ne fonctionnait pas normalement. Certains enregistrements semblent appartenir à des moments différents, des événements semblent se retrouver dans un ordre qui ne correspond pas à celui du monde réel. Donc la présence de Capitaine Clark avant Clark ne constitue pas nécessairement une incohérence. Au contraire, ça pourrait être une manière de nous montrer que la temporalité des backrooms est complètement déformée, cassée. Et personnellement, je vais même un peu plus loin et je me demande même si les backrooms n'ont pas une sorte d'accès à différentes temporalités, peut-être même à des vêtements futurs. Mais là, je veux vraiment mettre des pincettes, j'ai pas de preuves qui permettent de l'affirmer à 100%. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la temporalité est suffisamment étrange pour que les backrooms puissent sembler avoir toujours un coup d'avance sur les humains. Et peut-être que c'est précisément ce que le film cherche à nous montrer avec le Capitaine Clark. Pas nécessairement qu'il a été créé avant Clark, mais simplement que les backrooms ne sont pas soumises à notre façon de comprendre le temps. Autre théorie que j'ai pu entendre, Clark devient-il un lifestyle à la fin ? Et je l'ai vraiment beaucoup entendu. L'idée ce serait que Clark que nous voyons à la fin n'est même plus le vrai Clark. Il serait devenu un lifestyle mangé par un autre lifestyle. Et au premier abord, ça pourrait sembler logique. Après tout, il parle des backrooms comme d'une interprétation de son propre esprit. Il semble complètement perdu. Et le Capitaine Clark apparaît comme une version un peu monstrueuse de lui. Mais encore une fois, le film nous donne une règle qui permet de tester cette théorie. Lorsque Marie se balade dans les backrooms, elle passe devant une fresque sur laquelle on peut lire « Table doesn't bleed blood ». Une table ne saigne pas de sang. Cette phrase, elle peut paraître absurde, mais elle devient extrêmement importante lorsque Clark explique à Marie ce que sont les lifestyles, parce qu'il les compare lui-même à des meubles, et une table est littéralement un meuble. Il nous explique également que ces êtres ne ressentent pas la douleur, la peur ou l'incertitude comme les humains. Ils sont inoffensifs, presque inertes, et lorsqu'il arrache un morceau du ventre de l'un d'entre eux, il n'y a pas de sang. Et c'est presque précisément ce que nous montre la fresque. Mais à la fin, Capitaine Clark attrape Clark, qui est censé être justement un lifestyle selon cette théorie, et le mort. Sauf que ce Clark saigne. Il saigne réellement, quoi. Marie reçoit même des projections de sang sur son visage. Donc si Clark était devenu un lifestyle, pourquoi saignerait-il ?
il ne devrait pas. Donc le film vient de nous donner une règle extrêmement simple pour différencier les deux, et ça ne concerne d'ailleurs pas uniquement Clark. Lorsque Bobby est emporté par l'entité, on voit également du sang. Encore une fois, humain égale corps réel égale sang. Lifestyle, pas de sang. Ce n'est peut-être pas un détail décoratif, mais simplement une règle volontairement donnée au spectateur pour qu'il puisse comprendre ce qu'il se passe. Donc pour moi, le Clark à la fin n'est absolument pas un lifestyle, il est toujours humain, et le capitaine Clark est autre chose. Pas forcément peut-être un lifestyle à part entière, mais parce que lui également est capable de produire du sang. Lorsque Marie le frappe au visage à un moment, on le voit aussi saigner. Alors est-ce que c'est parce que c'est devenu un lifestyle plus agressif, plus violent et moins inerte que les autres ? Ça, j'en ai pas encore non plus la preuve à 100%. Le jeu d'acteur de Clark nous le confirme également. Et c'est là que je veux revenir sur une critique que j'ai beaucoup entendue. Certains trouvent le jeu d'acteur de Clark à la fin ridicule, excessif et presque incompatible avec le film. Mais si on applique les règles que le film vient de nous donner, son comportement, il prend justement beaucoup plus de sens. Clark ressent énormément de choses. Il est inquiet, il souffre, il a peur, il a les larmes aux yeux, il est émotionnellement impliqué dans ce qui lui arrive. Il n'est pas inerte, il n'est pas indifférent, il n'est pas dépourvu de peur ou d'incertitude, donc son comportement ne correspond absolument pas à celui d'un lifestyle, et c'est justement ce qui rend Capitaine Clark intéressant, parce que Capitaine Clark pourrait récupérer certains des éléments psychologiques de Clark sans être Clark lui-même. Et si les lifestyles reflétaient leur humain ? C'est ici que je vais entrer dans ma théorie personnelle. Je ne pense pas nécessairement que les backrooms créent leur lifestyle complètement au hasard. Je me demande si la forme et le comportement d'un lifestyle ne dépend pas, au moins en partie, de la personne qui le reproduit. Et le meilleur exemple que nous avons, c'est justement Marie et Clark. Marie est thérapeute, elle cherche à comprendre les autres, elle essaye d'aider, et tout au long du film, elle finit progressivement par comprendre qu'elle ne peut pas sauver tout le monde. À la fin, lorsqu'elle parle à Clark, elle comprend qu'elle ne peut pas le forcer à changer, elle ne peut pas contrôler les backrooms, elle ne peut pas tout réparer, elle accepte ses propres limites, et son lifestyle final est extrêmement calme, presque inerte. Il semble pas agressif, il est simplement là. Et maintenant, regardons Clark. Clark refuse constamment la responsabilité, il justifie ses actes, il accuse les autres, il se montre agressif, il traite les lifestyles comme des objets, il découvre qu'ils peuvent être mangés, il les sert carrément sur une assiette, il plante un couteau dans l'un d'entre eux, il ne fait donc pas que les observer, il l'expérimente littéralement sur eux, et surtout il finit par dire qu'il n'a pas réellement envie de sortir de cet état, il n'a pas envie de changer, il semble presque accepter l'endroit où il se trouve, et c'est là que Capitaine Clark devient à mes yeux beaucoup plus qu'un simple monstre. Capitaine Clark pourrait être ce que Clark refuse de regarder en face. Clark finit par se faire attaquer par Capitaine Clark. Il se laisse presque emporter. J'aime beaucoup cette idée que symboliquement, Clark finit littéralement par être confronté à une version de lui-même. Il a blessé son environnement, il a blessé les gens autour de lui, il a blessé Marie en l'attachant, en la forçant à rester là pour écouter ce qu'il voulait lui démontrer, il a utilisé la violence sur les lifestyles, et finalement, cette violence, elle revient vers lui. Il est mangé par l'entité qui porte son propre visage. Ce n'est donc pas simplement Clark est méchant, donc son monstre est méchant, c'est peut-être, voilà ce que devient une personne qui refuse de constamment regarder ses propres actions en face, et ça pourrait expliquer pourquoi Capitaine Clark est tellement différent du lifestyle de Marie. Marie accepte, Clark refuse, Marie lâche prise, Clark s'enferme, Marie finit avec un lifestyle calme, Clark produit quelque chose de violent. Je ne dis pas que le film confirme cette règle, mais comme interprétation, je trouve qu'elle correspond à énormément d'éléments. Et pourquoi Capitaine Clark est si étrange ? Parce qu'il est pas exactement Clark. Il récupère certains éléments de sa personnalité, son agressivité, sa violence, sa culpabilité, sa tristesse, son obsession, son refus de responsabilité, mais les backrooms ne reproduisent pas parfaitement Clark. Elles produisent quelque chose de différent, et ça explique pourquoi Capitaine Clark peut être extrêmement dangereux tout en étant étrangement triste. Il ne s'agit pas simplement d'un monstre qui fonce sur sa victime. Lorsqu'il attrape Clark, il ne se jette pas immédiatement sur lui pour le dévorer. Il le porte, l'emmène doucement à lui. Il semble presque calme. C'est une sorte d'agressivité douce, une violence qui n'est pas hystérique. Et je trouve que ça correspond très bien à l'idée d'un lifestyle qui serait une interprétation de son humain plutôt qu'une copie parfaite. Et son apparence est également intéressante. On retrouve la mascotte, mais mélangée à quelque chose de Clark. Cette mascotte peut justement représenter tout ce que Clark ne voulait pas être. Il voulait être un architecte, il voulait une certaine vie, et il se trouve associé à cette mascotte, ce magasin de meubles, à cette existence qu'il semble profondément détester. Donc Capitaine Clark pourrait presque être une représentation de cette contradiction. Une petite partie de Clark qui souffre de ce qu'il est devenu, mais qui reste incapable de sortir de sa propre violence. Et c'est là que passer la fenêtre prend une autre dimension. La phrase sur le fait de passer la fenêtre revient plusieurs fois. Et je pense qu'elle peut être comprise comme une métaphore. Marie et Clark entendent la même idée,
mais ils ne la franchissent peut-être pas de la même manière. Marie accepte qu'elle ne peut pas tout contrôler, elle accepte qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, elle accepte qu'elle possède parfois une part de responsabilité, elle comprend qu'il faut aussi parfois s'aider soi-même plutôt que de chercher constamment à réparer les autres. Elle passe donc la fenêtre en acceptant ce qu'elle est. Clark, lui, peut également penser qu'il doit passer la fenêtre. Mais sa manière de régler le problème est différente. Pour lui, régler quelque chose pourrait signifier éliminer ce qui l'empêche d'avancer. C'est précisément là qu'arrive l'hypothèse la plus sombre du film. Clark a-t-il tué sa femme ? Et ça, je veux vraiment être clair ici, je ne pense pas que le film permette de l'affirmer à 100%, mais je pense qu'il permet sérieusement de l'envisager. Clark parle de sa consommation d'alcool, il parle du miroir qu'il a cassé et qui a réveillé sa femme, il raconte constamment des événements en essayant de les justifier, et ce n'est jamais vraiment sa faute. Ce n'est pas sa faute s'il n'est pas devenu architecte, ce n'est pas sa faute si la situation financière est mauvaise, ce n'est pas sa faute si son environnement est comme ça, il semble toujours avoir quelqu'un d'autre à blâmer, et cette manière de raconter sa propre vie devient particulièrement suspecte lorsqu'on s'intéresse à sa femme. Il a une agressivité sous-jacente, une consommation d'alcool importante, un rapport assez décomplexé à la violence et surtout, il y a cette scène où il s'arrête devant ce qui semble être sa maison. Il regarde une fenêtre et pendant ce moment, on entend le livre audio de Marie parler du fait de devoir passer la fenêtre à la radio quand il est dans la voiture. Le rapprochement est difficile à ignorer parce que cette maison semble justement être quelque chose qui compte énormément pour Clark. Il en parle, il la considère comme la sienne, il explique que c'est lui qui la paye et pourtant il semble en avoir été chassé par sa femme. Donc il y a cette possibilité très sombre. Clark aurait pu interpréter passer la fenêtre comme le fait d'éliminer la personne ou les éléments qui l'empêchaient de récupérer ce qu'il voulait. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. Le film ne nous montre jamais directement Clark en train de tuer sa femme. Donc je veux vraiment pas transformer cette lecture en vérité pour autant. Mais je trouve qu'il y a suffisamment d'éléments pour que cette possibilité mérite d'être discutée. Son rapport au lifestyle renforce justement cette hypothèse. Parce que Clark ne traite jamais réellement les lifestyles comme des êtres vivants. Il les appelle des meubles. C'est même peut-être grâce à ça qu'on pourrait croire que c'est lui qui ait peint la fresque que Marie trouve, justement. Cette fresque où il y a marqué que les tables ne saignent pas de sang. Il sait qu'ils ne ressentent pas la douleur, il découvre qu'on peut les manger, et il les mange, puisqu'il pourrait pas affirmer qu'on peut les manger s'il ne l'avait pas fait. Il les sert même dans une assiette, il plante un couteau dans l'un d'entre eux, il utilise donc très facilement un objet potentiellement violent sur quelque chose qu'il considère comme inférieur ou dépourvu de sentiments. Et il utilise également ce couteau pour découper les cheveux de la femme qui se trouve derrière lui, afin de les poser sur Marie. Cette femme pourrait d'ailleurs rappeler sa propre femme, mais là encore il y a un détail qui m'empêche d'affirmer que c'est littéralement elle. Les deux femmes sont interprétées par deux actrices différentes. Donc je ne pense pas que le film nous dise simplement « cette femme est sa femme ». Il pourrait plutôt nous montrer que Clark associe cette personne à sa femme. Autrement dit, les backrooms auraient reproduit quelqu'un ou quelque chose qui lui rappelle son passé, et Clark aurait lui-même fait cette association. Et c'est encore une fois un exemple de la manière dont les backrooms mélangent peut-être plusieurs éléments. Ce n'est pas uniquement son esprit, ce n'est pas uniquement le monde extérieur, c'est peut-être une combinaison de tout ça. Les backrooms seraient donc une entité à part entière. Et c'est finalement la conclusion vers laquelle toutes ces observations commencent à m'emmener. Les backrooms ne sont probablement pas simplement un espace mental. Elles possèdent leur propre environnement, leur propre temporalité, leur propre logique. Elles peuvent reproduire des objets, elles peuvent reproduire des personnes, elles semblent avoir leur propre entité, elles semblent capables de récupérer des éléments provenant du monde extérieur, les vêtements, les souvenirs, peut-être même des morceaux de personnalité. Elles semblent donc posséder une forme de fonctionnement propre. Et c'est là que l'idée du scan devient vraiment intéressante. Peut-être que les backrooms observent leur environnement, peut-être qu'elles le reproduisent, peut-être qu'elles utilisent ensuite ce qu'elles ont observé pour produire leur propre version des choses. Et peut-être même que cela explique pourquoi cet endroit paraît parfois presque familier, comme s'il essayait de construire quelque chose à partir de ce qu'il comprend du monde extérieur. Je n'irais pas jusqu'à dire que les backrooms font tout ça pour attirer leurs victimes pour se nourrir. Ce serait aller beaucoup trop loin avec les éléments dont nous disposons, mais l'idée qu'elles observent, qu'elles scannent, qu'elles reproduisent me paraît beaucoup plus intéressante que l'idée selon laquelle tout serait simplement dans la tête de Clark. Et il reste le cas de Marie, parce que ces flashbacks sont probablement l'une des parties les plus mystérieuses du film pour moi. On sait que elle et sa mère ont un lien avec les backrooms, mais certaines scènes semblent volontairement étranges, notamment lorsqu'on voit une infirmière emmener sa mère dans cet environnement qui semble être un hôpital psychiatrique. Elle semble d'ailleurs se diriger vers un mur plutôt que vers une porte, mais le plus intriguant, c'est quand elle passe derrière le poteau. Avant de passer derrière celui-ci, elle n'a pas de masque, et lorsqu'elle réapparaît après être passée derrière, elle en porte un. Est-ce un faux raccord ? Peut-être, mais
compte tenu de la qualité d'anomalies visuelles et de manipulation de continuité présente dans le film, j'ai du mal à simplement écarter ce détail. Et ça ouvre à plusieurs possibilités. Peut-être qu'elle est réellement dans un hôpital psychiatrique à ce moment-là, peut-être qu'elle se retrouve dans une version des backrooms qui ressemble à un hôpital, peut-être que ses souvenirs ont été altérés, peut-être que les backrooms ont mélangé ses souvenirs avec ce qu'elles ont reproduit, peut-être que le film joue simplement avec notre perception. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour trancher. C'est justement pour ça que je préfère laisser cette partie ouverte. Les personnes qui rencontrent Marie sont-elles réellement là à la fin du film? Et cette question nous amène à un autre mystère. Les scientifiques et les personnes qui semblent expliquer à Marie ce qui lui arrive existent-ils réellement? Ou est-ce encore une reproduction? Parce que cette partie du film est particulièrement intéressante par rapport à l'idée du scan. On lui parle d'une entreprise qui réalise des scanners, du moins le réalisait avant, et tout d'un coup, cette idée de reproduction, d'observation et de scan prend une nouvelle dimension. Mais Marie s'est évanouie à un moment à cause des gaz. Elle retrouve ensuite ces personnes-là, et il devient possible de se demander si elle a réellement été secourue ou si son cerveau est en train de construire une situation dans laquelle elle pense avoir enfin trouvé de l'aide. Et la fin devient particulièrement étrange. Marie se retrouve assise sur une chaise, inerte, enfin du moins son lifestyle, et lors de l'interrogatoire, elle semble progressivement ne plus entendre ce que la personne lui dit. Et là, une possibilité m'est venue en tête. Et si elle était simplement en train d'être observée? Et si cette scène était moins un interrogatoire qu'un test? Les backrooms pourraient elle-même être en train de l'analyser, de la scanner, d'essayer de comprendre ce qu'elle pourrait devenir. Est-ce que son lifestyle pourrait être différent de celui de Clark précisément parce qu'elle possède une psychologie différente? Encore une fois, j'ai pas la preuve, mais cette possibilité correspond étrangement bien à tout ce que le film nous montre avant. Et elle expliquerait pourquoi la frontière entre ce qui est réel, ce qui est reproduit et ce qui est mémorisé devient aussi floue. Et c'est peut-être justement ça ce que le film veut nous faire ressentir. Pendant une grande partie du film, on peut croire que tout vient de Clark, parce que Clark lui-même le pense. Mais plus on regarde les détails, plus cette interprétation commence à se fissurer. Marie possède ses propres souvenirs, les backrooms reproduisent des éléments de l'environnement, certains personnages ne sont pas connus de Clark, les objets réapparaissent, le temps n'est pas linéaire, les lifestyles ne semblent pas être des copies parfaites. Capitaine Clark ressemble à Clark sans être Clark. Et même les souvenirs de Marie semblent être affectés par cette logique. Donc peut-être que le film nous piège volontairement. Il nous donne une explication simple. Les backrooms sont dans ma tête. Et il nous laisse ensuite découvrir que cette explication est peut-être celle de quelqu'un qui ne comprend justement pas ce qui lui arrive. Et ça correspond parfaitement au personnage de Clark. Il interprète tout à travers lui-même. Sa maison, ses problèmes, son passé, ses erreurs, les gens autour de lui. Et maintenant les backrooms. Il veut que tout soit lié à lui, alors que le film semble progressivement nous dire non. Les backrooms existaient avant lui. Elles récupèrent des choses qu'il ne contrôle pas. Elles reproduisent des éléments provenant d'autres personnes. Elles semblent avoir leur propre fonctionnement. Clark n'en est absolument pas le créateur. Il est simplement quelqu'un qui essaie de comprendre un système qui le dépasse. Et finalement, qu'est-ce que sont les lifestyles? C'est peut-être là que mon interprétation personnelle prend tout son sens. Je pense que les backrooms pourraient prendre ce qu'elles trouvent chez les humains et le reproduire sous une forme qui n'est jamais exactement identique. Ça, de toute façon, on le comprend facilement dans le film. Elles reproduisent les vêtements, les objets, les espaces, les personnes, les souvenirs, peut-être les comportements et peut-être même les morceaux de personnalité. C'est pour ça que tout semble familier sans jamais être parfaitement identique. Et si les lifestyles fonctionnent de la même manière, Capitaine Clark devient presque l'exemple parfait de ce fonctionnement. Ce n'est pas Clark, mais ce n'est pas non plus complètement étranger à Clark. C'est une interprétation de Clark par les backrooms. Elles ont pris cet élément de sa personnalité et en ont fait quelque chose de nouveau. Son agressivité, sa violence, sa tristesse, son obsession, son refus de responsabilité, elles ont transformé tout ça en une entité qui lui ressemble sans être lui et sans en faire de lui un lifestyle classique non plus, puisque celui-ci saigne quand Marie le frappe au visage. Mais c'est justement pour ça que le sang est si important, parce qu'au moment où Capitaine Clark mord le véritable Clark, le film nous montre physiquement la différence entre l'original et sa reproduction. Et le fait que Clark saigne, ça prouve également qu'il n'est pas un lifestyle composé de mousse et presque inerte comme certaines théories pourraient le penser. Pour moi, ça me permet vraiment de remettre en question les deux théories que j'ai le plus entendues. Les backrooms sont uniquement l'esprit de Clark et le Clark de la fin est lui-même devenu un lifestyle. Les deux deviennent beaucoup plus difficiles à défendre lorsqu'on prend en compte les règles et les détails que le film nous donne.
mais il reste volontairement des mystères et c'est probablement une des choses que je pourrais bien apprécier dans ce film. Je ne pense pas qu'on puisse tout résoudre. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à la femme de Clark, on ne sait pas avec certitude si Clark l'a tué, on ne sait pas exactement comment Capitaine Clark a pu exister avant Clark, on ne sait pas si les néons sont réellement le mécanisme de scan, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Marie dans ses souvenirs, on ne sait pas si l'infirmière qui change de masque là est une anomalie volontaire ou un faux raccord, on ne sait pas si Marie est réellement dans un hôpital ou dans une reproduction des backrooms, on ne sait pas si les personnes qui la prennent en charge à la fin sont réelles, et on ne sait pas exactement ce que les backrooms cherchent à faire. Mais personnellement, je ne considère pas ça comme un problème, parce que le film semble justement nous demander de distinguer 3 choses. Ce qu'il nous montre, ce qu'il nous suggère, et ce que nous imaginons. Et je pense que c'est là que certaines théories deviennent problématiques. Pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles prennent parfois une hypothèse et la présentent comme une explication définitive, alors que le film nous donne encore énormément de zones d'ombre. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant ce film ? Probablement pas uniquement juste parce qu'il a été réalisé par Kane Pixel, soit Kane Person, que depuis tout à l'heure je dis son nom, et que j'adore vraiment en termes de créativité. Peut-être aussi parce qu'il a placé quelques références pop culture comme Everyone Know That, qui était un Lost Media qui a été retrouvé il y a peu, et ça c'est un truc qui m'a fait sourire. Mais aussi peut-être parce qu'après plusieurs visionnages, j'ai eu exactement l'impression inverse de celle que j'ai pu entendre dans certains retours. Je n'ai pas eu l'impression que le film était vide, je n'ai pas eu l'impression qu'il ne se passait rien, je n'ai surtout pas eu l'impression que le jeu d'acteur était mauvais. J'ai eu l'impression qu'on me demandait de regarder autrement. Marie ne réagit pas comme une héroïne de film d'horreur classique parce qu'elle essaye de comprendre. Clark ne réagit pas comme elle parce qu'il pense déjà comprendre. Les backrooms ne ressemblent pas exactement au monde réel parce qu'elles semblent reproduire ce qu'elles observent. Les lifestyles ne sont pas exactement les personnes qui représentent parce qu'ils semblent être des interprétations plus ou moins fonctionnelles. Et Capitaine Clark n'est pas Clark parce qu'il semble être ce que les backrooms ont fait de certains morceaux de Clark. Tout semble donc tourner autour de cette idée. Copier quelque chose n'est pas la même chose que le reproduire parfaitement. Une copie peut garder une apparence sans garder l'identité, même si honnêtement dans le film on voit bien que c'est pas exactement les mêmes. Elle peut garder un comportement sans garder les mêmes émotions. Elle peut garder un souvenir sans garder la réalité qui se trouve derrière. Et peut-être que c'est précisément ce que sont les backrooms, un endroit qui prend ce qu'il voit, le reproduit, le mélange et le transforme en quelque chose de légèrement différent. Et si c'est effectivement ce que Kane Person cherchait à raconter, alors je trouve que le film devient énormément plus intéressant lorsqu'on arrête de lui demander d'être simplement un film d'horreur, parce qu'il ne cherche peut-être pas uniquement à nous faire peur. Il cherche à nous faire douter de ce que nous regardons, à nous demander ce qui est réel, ce qui vient des souvenirs, ce qui vient des personnes, ce qui a été reproduit, et surtout, qui a été déformé. Et c'est précisément pour ça que je comprends parfaitement que le film ne plaise pas à tout le monde. Mais personnellement, vraiment, encore une fois, après plusieurs visionnages, je trouve qu'il fait partie sans aucun problème de mon top 3 de mes films préférés, et surtout qu'il mérite qu'on lui accorde un peu plus d'attention qu'un simple « il ne fait pas peur » ou « les acteurs jouent mal », parce que peut-être que le problème n'est pas que le film ne nous montre pas suffisamment de choses, peut-être qu'il nous en montre justement énormément et qu'il nous demande simplement de regarder les bons détails. Voilà donc mon interprétation de Backroom. Il y a certainement encore des choses que j'ai oubliées, peut-être que je les remarquerai lors d'un 4e visionnage, et peut-être que certaines de mes théories seront complètement fausses ou démontrables, mais c'est aussi ce que j'aime dans ce film en fait. Il laisse suffisamment de place pour qu'on puisse se tromper, et personnellement je préfère largement un film qui me laisse avec 10 questions après son générique plutôt qu'un film qui m'explique absolument tout avant même que je puisse me poser ne serait-ce qu'une question. En tout cas, j'espère sincèrement que cette analyse vous aura plu. Cette vidéo était une petite parenthèse avant la prochaine qui concernera les Wesh à Poudlard, une fanfiction écrite sur jeuxvideo.com que je prépare depuis maintenant plusieurs semaines. Je sais qu'elle est loin d'être terminée, c'est justement pour ça que je voulais éviter de me bloquer sur toutes les autres idées de vidéos que j'avais en tête, simplement parce que ce projet-là n'est pas encore abouti. C'est aussi pour ça que cette vidéo reste assez simple dans sa réalisation, pas de facecam, un montage plutôt minimaliste, principalement ma voix, des extraits du film, les éléments dont je viens de vous parler. Je voulais simplement prendre le temps de parler d'un film que j'ai réellement adoré sans passer plusieurs semaines supplémentaires à produire quelque chose d'énorme. Et pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me donner vos théories et pourquoi pas vous abonner si le contenu vous plaît. Et surtout, si vous avez une autre interprétation, un détail que j'ai complètement raté ou une théorie qui vient de contredire ce que je viens de raconter, n'hésitez pas à me le dire parce qu'après tout, c'est peut-être ça le plus intéressant avec les backrooms, on n'a peut-être pas fini de comprendre ce qu'on vient de regarder. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. C'était No Feelings, votre meilleur easter egg.